délivré avec la certitude stérile d'un diagnostic médical émanant d'une clinique de luxe de Genève. Les mots étaient imprimés sur du papier épais, prononçant le verdict irréversible. Fibrose pulmonaire idiopathique terminale. La maladie était un architecte cruel, transformant ses poumons, autrefois puissants, en tissus rigides et inutiles, lui volant chaque respiration. La pluie s'abattait sur la ville tel un rideau interminable de larmes froides. À l'intérieur de sa Rolls-Royce silencieuse. Les seuls bruits étaient le faible bourdonnement du moteur électrique et le léger sifflement du concentrateur d'oxygène portable. Son compagnon de route, l'appareil, fonctionnait tandis qu'il regardait les gouttes de pluie se fondre et couler le long de la vitre blindée, telles les larmes qu'il ne pouvait plus verser. La ville qu'il avait contribué à bâtir grâce à ses gratte-ciel, ses investissements et sa vision n'étaient plus qu'un halo de néon. Un spectacle lointain. Un monde qui ne lui appartenait plus. Sir Arthur, l'humidité est très élevée, a averti le docteur Martins. Du siège avant parvint la voix d'Helena, son infirmière personnelle. Calme, compétente et bienveillante. Une voix qui, au fil de l'année écoulée, était devenue la gardienne de ses jours comptés. Quelle différence, Helena, murmura-t-il d'une voix rauque, l'effort pour parler le coupant le souffle court. Une pneumonie maintenant ne ferait qu'accélérer l'inévitable. Continue de conduire, Roberto. Le chauffeur, un homme loyal qui le servait depuis plus de 30 ans, ne dit rien. Il ne comprenait pas ces trajets nocturnes sans but, mais il comprenait le regard d'Arthur. C'étaient les patrouilles silencieuses d'un roi surveillant un royaume qu'il s'apprêtait à quitter. Un royaume sans héritier. Arthur avait bâti son empire pour sa défunte épouse, également prénommée Helena, mais elle était décédée avant même que la première tour ne soit érigée. Et le destin, avec sa plus cruelle ironie, l'avait laissé stérile. Sans enfants. Sans petits-enfants. Seul un neveu cupide tournoyait autour de sa fortune tel un vautour. Sa vie, pensa-t-il avec une amère lucidité, avait été une équation à somme nulle. Il avait tout gagné, pour finalement se retrouver sans rien de vraiment important. C'est dans ce gouffre de regrets que ses yeux. Pendant une seconde, il crut à une hallucination causée par le manque d'oxygène dans son cerveau. Sous l'auvent d'une boutique de luxe, ses vitrines affichant des mannequins apathiques habillés pour un été qui semblait lointain, un petit groupe de vie tremblait contre la tempête. Blottis les unes contre les autres, essayant de se réchauffer mutuellement, la chaleur que la nuit brutale leur volait. Elles étaient comme 4 bougies vacillantes, fragiles et rebelles. Elle brandit un morceau de plastique déchiré au-dessus de leur tête, impitoyable bouclier contre la fureur du ciel. Le plus petit du groupe était recroquevillé au centre, sanglotant doucement. Le son, aigu et perçant, transperça le verre blindé et le sifflement de la machine à oxygène, transperçant directement le cœur d'Arthur. Il oublia de respirer. L'air circulait mécaniquement. Mais l'homme à l'intérieur du corps avait oublié sa fonction la plus fondamentale. L'image de ces 4 filles ou une multiplication impossible de vulnérabilité et d'abandon n'a pas suscité la pitié. Elle a provoqué de la douleur. Une reconnaissance profonde et brute. Il se revoyait, à 8 ans, blotti dans un coin de la cour froide d'un orphelinat, seul. Mais ils n'avaient été qu'un seul. Ils étaient 4. 4 fois plus affamés. 4 fois plus froids. 4 fois plus craintifs de ne pas savoir si le lendemain viendrait un jour. Arrête la voiture. Sa voix était si ferme qu'Helena et Roberto sursautèrent. Monsieur? Helena se tourna vers lui. La meneuse dont il apprendrait plus tard qu'elle s'appelait Sophia leva le menton. Ses yeux bleus brillaient de défi. Arthur ignora les protestations d'Helena. Avec son aide, il se releva. La pluie froide le frappa comme un coup de poing. Une violente quinte de tout le plia en deux, le forçant à lutter pour respirer. Un instant, Helena crut qu'il allait s'effondrer sur place. Mais ce ne fut pas le cas. Son visage était pâle, mais ses yeux brûlaient d'une détermination qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Il marchait lentement. Chaque pas étant une lutte contre la trahison de ses poumons. Le vent fouettait son coûteux manteau en cachemire, le trempant. Il s'arrêta à quelques mètres des filles où une silhouette sombre se détachant sur la lumière crue de la boutique. Le contraste était saisissant, presque pictural. On aurait dit un tableau de Goya. Le milliardaire mourant, trempé dans des vêtements de marque. Et les 4 petites filles qui n'avaient rien, mais qui s'accrochaient à la vie avec une volonté silencieuse et farouche. « Bonjour. » dit doucement Arthur, ne voulant pas les effrayer.
Sophia, la petite gardienne, parlait au nom de tous avec une fermeté surprenante, même si ses dents claquaient. On n'a rien pour toi. Tu peux partir. Le cœur d'Arthur se brisa en entendant l'amertume de la rue dans la voix d'un enfant. Je ne suis pas venu pour prendre quoi que ce soit, dit-il en s'approchant d'un pas. On va s'en sortir, répondit Sophia. Nous l'avons toujours fait. Je n'en doute pas, dit Arthur, avec une véritable admiration dans la voix. Je vois la force dans tes yeux. Mais ce soir, tu n'as pas besoin d'être fort seul. Je veux t'inviter, dit-il. La méfiance sur le visage de Sophia était-elle une pierre blanche? Personne ne nous invite jamais. Que veux-tu? La question, lancée par une fillette de 8 ans avec un air de défi discret, le désarma complètement. Que voulait-il? Il aperçut son reflet dans la vitre, un vieil homme pâle, malade et seul. Ses yeux bleus cherchant la vérité dans son expression. Puis elle jeta un coup d'œil à ses sœurs, remarquant la teinte bleutée des lèvres de Bia, les violents tremblements du petit corps de Laura. La façon dont Julia était blottie contre elle comme un chaton effrayé. Tout ce qu'elle avait appris dans la rue lui criait que c'était un piège. Mais l'instinct en elle, celui qui faisait d'elle une sœur, une protectrice, lui murmurait que c'était peut-être leur seule chance de survivre à cette nuit. Et comme toujours, elle prit la décision la plus difficile. D'un hochement de tête subtil, elle accepta l'invitation de l'inconnu. Le soulagement sur le visage d'Arthur était si brut, si lumineux. Le trajet jusqu'au manoir ressemblait à un voyage dans une autre dimension. Les 4 filles, désormais réduites à un enchevêtrement de cheveux blonds humides et de couvertures, se blottirent les unes contre les autres sur les sièges en cuir crème. Les yeux écarquillés, elles restèrent assises en silence, trop stupéfaites pour parler, émerveillées par la chaleur, le calme. Cela ressemblait à quelque chose sorti d'un conte de fées, un château qui ne pouvait pas exister dans le monde réel. Avant même que la voiture ne s'arrête, la porte principale s'ouvrit brusquement. Une rangée d'employés en uniforme se tenait à l'intérieur, menée par la gouvernante, Doña Elvira, leur visage peinant à dissimuler leur étonnement. Arthur entra, absorbant la chaleur accueillante de la maison. D'une voix pleine d'autorité qu'elle n'avait plus utilisée depuis des années, Elvira donna ses ordres. Voici Sophia, Julia, Laura et Bia. Ce sont mes invités. Préparez 4 bains chauds. Utilisez les serviettes les plus épaisses, les peignoirs les plus doux et prévenez la cuisine. Au dîner, ce soir, ce seront des spaghettis. Du poulet rôti, des frites et jusqu'à la dernière goutte de glace au chocolat du congélateur. Je veux fêter ça. La gouvernante, plus habituée au dîner formel et au couloir feutré, acquiesça simplement. Oui, sonore Arthur. Tout de suite. Quelques heures plus tard, la vaste et sombre salle à manger du manoir Montero était devenue le théâtre du moment le plus surréaliste de sa longue histoire. Les 4 filles, désormais propres. Ils mangèrent avec un appétit et une joie qui emplissaient l'espace autrefois mort de rire et de lumière. Le bruit des fourchettes sur la porcelaine, les rires. Les débats ludiques pour savoir qui aurait le dernier morceau de poulet, Arthur, assis au bout de la table, touchait à peine à son repas. Il les regardait. Admirait les détails découverts en argent. Laura, radieuse à chaque tour de spaghetti. Pour Arthur, c'était comme si une symphonie se jouait après des décennies de silence. Ce soir-là, Doña Elvira prépara la plus grande suite d'invités de la maison. Elle rapprocha 4 lits, créant ainsi un immense îlot de matelas, de couvertures et d'oreillers. Les filles, refusant d'être séparées, se sont blotties les unes contre les autres comme elles l'avaient toujours fait, mais pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. Elles étaient en sécurité, au chaud et pleines. Avant d'aller se coucher, Arthur se tenait tranquillement à la porte et les regardait dormir. La douce lumière de la lampe tombait sur leurs visages paisibles, 4 anges aux cheveux d'or emportés jusqu'à sa porte par la tempête. Il leur avait offert une nuit de refuge. Mais en les regardant, il réalisa qu'il lui avait déjà donné quelque chose de bien plus grand, un aperçu d'un but, la forme d'un foyer. Il s'éloigna avec un petit sourire sincère sur les lèvres. Mais alors qu'il traversait le couloir silencieux en direction de sa chambre, la toux revint, une violente crise qui le courba, son corps tremblant de faiblesse, sa respiration saccadée. Helena se précipita à ses côtés, le visage pâle d'inquiétude. La brutale vérité de son état lui est revenue en pleine face. Son temps brûlait vite, comme une bougie dans un vent furieux.
Il avait tiré 4 petites flammes de la tempête extérieure. Mais maintenant, la terreur le griffait, qui les sauverait de la tempête qui l'envahissait? Que deviendrait-il lorsque sa propre lumière s'éteindrait enfin? Le premier matin dans le manoir Montero s'est levé avec une douce lumière traversant les lourds rideaux de velours. Pour les 4 filles, blotties les unes contre les autres sur leur îlot de lit improvisé, la première sensation n'était pas le froid du trottoir, mais la chaleur. La douceur et un confort étrange et inconnu. Ils se redressèrent, leurs cheveux blonds identiques emmêlés, les yeux écarquillés tandis qu'ils observaient leur environnement. La pièce était plus grande que tous les endroits où ils avaient dormi réunis. Mais la chose la plus étrange de toutes, c'était le silence. Pas de voiture, pas de voix dans la rue. Conduisit leur petite expédition hors de la pièce. Pendant ce temps, de l'autre côté du manoir, Arthur était éveillé depuis des heures. La quinte de tout de la nuit précédente l'avait épuisé. Mais elle laissait derrière elle une clarté fiévreuse. Il ne se sentait plus comme un homme attendant de mourir, mais comme un soldat ayant une dernière mission à accomplir. En se regardant dans le miroir de la salle de bain, le visage pâle et creusé, il vit le reflet d'un homme mourant. Mais son regard, autrefois terni par la résignation, brûlait désormais d'une détermination sans faille. Il n'allait pas simplement donner à ses filles un abri et de la nourriture. Il allait leur donner un avenir, un nom. Un mur de protection suffisamment solide pour survivre même à sa mort. Il les adopterait. À 8 heures précises, son avocat, le docteur Renato. Une tasse de thé intacte à ses côtés. « Bonjour, Arthur. Elena m'a dit que tu avais passé une nuit difficile, commença Renato, du ton prudent d'un ami qui était aussi conseiller juridique. C'était la soirée la plus importante de ma vie, dit Arthur, allant droit au but. J'ai besoin que tu lances les démarches d'adoption pour 4 filles. Immédiatement. Renato, qui s'attendait à discuter de portefeuille d'investissement ou de clauses contractuelles, s'est figé. Il cligna des yeux, retira ses lunettes et les nettoya lentement, convaincu d'avoir mal entendu. Adoption? Arthur, pardon, mais de quelle fille parlons-nous? Mes filles, dit simplement Arthur, rendant la déclaration d'autant plus choquante. Sophia, Julia, Laura et Béatrice. Elles prennent leur petit déjeuner dans le salon. Puis il lui raconta tout, la tempête, la rencontre, les 4 filles identiques, sa décision. Renato écoutait. Son expression passant de la confusion à la crainte, puis à la panique professionnelle. « Mon Dieu, Arthur !» s'exclama l'avocat en terminant sa lecture. « Je ne te paie pas pour me dire l'impossible, Renato. Je te paie pour le rendre possible, » répondit Arthur, sa voix résonnant d'une once de cette fermeté qui avait autrefois bâti des empires. « Mais tu ne comprends pas, » insista Renato en se levant et en arpentant la pièce. « L'adoption, ce n'est pas comme l'acquisition d'une entreprise. C'est un processus lent et bureaucratique qui peut prendre des années ou des années que tu n'as pas, Arthur. » Il s'arrêta, faisant face à Arthur de l'autre côté du bureau. Renato prit une profonde inspiration. Deuxièmement, ces filles n'ont aucun papier. Pas d'acte de naissance, pas de livret familial. Légalement, elles n'existent même pas. Avant de pouvoir parler d'adoption, il faudrait entamer une procédure complexe d'enregistrement tardif qui, à elle seule, pourrait prendre une éternité. Et le système exigera une recherche exhaustive de tout parent biologique vivant. Frustré, il passa une main dans ses cheveux. Et troisièmement, le facteur humain. Le Conseil de protection de l'enfance sera mobilisé. Des travailleurs sociaux et des psychologues mèneront des dizaines d'entretiens. Ils rencontreront un milliardaire reclus qui, sur un coup de tête, a recueilli 4 filles dans la rue. Ils ne verront pas un acte d'amour. Ils verront au mieux un caprice, une excentricité. Et au pire, je ne veux même pas imaginer. Arthur. La probabilité qu'il soit placé en institution et séparé est de 99%. Chaque mot prononcé par Renato frappait comme un marteau de vérité, un mur de logique contre l'espoir désespéré d'Arthur. « Je n'accepte pas un non comme réponse, » dit Arthur d'une voix basse mais vibrant d'une intensité obstinée. « J'ai bâti un empire à partir de rien parce que je n'ai jamais accepté le non. Trouver une échappatoire, une exception, un juge avec du cœur plutôt qu'un règlement. Utiliser tout mon argent, toute mon influence. Peu importe le prix. Je veux mourir en sachant quelles sont mes filles et qu'elles seront en sécurité, pour toujours. » L'ardeur de la plaidoirie d'Arthur fit taire l'avocat.
dit finalement Renato avec un profond soupir. Mais comprenez bien, nous entamons une guerre contre le temps et le système lui-même. Et les chances ne sont pas de notre côté. Alors que la bataille juridique commençait dans l'ombre, Renato englouti sous les appels et la paperasse, Arthur se tourna vers le véritable champ de bataille, fonder une famille. Il savait que le lien qu'il avait tissé avec les filles devait être si réel, si indéniable, qu'aucun juge ni aucun travailleur social ne pourrait le remettre en question. Dans les jours qui suivirent, il apprit à naviguer dans l'univers complexe de ses 4 nouvelles filles. Elles étaient comme 4 notes d'une même mélodie, chacune avec une tonalité différente. Sophia, l'aînée, était son plus grand défi. Le pilier de leur petite communauté méfiante, observatrice, farouchement protectrice. Arthur savait qu'il ne pouvait pas lui imposer son affection. Il devait gagner son respect. Il a commencé à l'inclure, à la traiter comme la vie d'adulte l'avait forcé à le devenir. Sophia, que penses-tu que tes sœurs aimeraient manger pour le dîner? Sophia, penses-tu qu'il y a assez de jouets dans cette pièce? Un après-midi, il la trouva à son bureau, en train d'étudier ses papiers d'affaires. Il ne la gronda pas. Au lieu de cela, il lui tendit un carnet en cuir et un stylo plume. Les grands leaders ont besoin d'un endroit où consigner leur stratégie, a-t-il déclaré. Celui-ci est le vôtre. Cette nuit-là, Arthur trouva le carnet sur son bureau. Sur la première page, Sophia n'avait pas écrit de journal intime, mais une liste. Règles de la nouvelle maison. Personne ne dort seul. Tous les bonbons doivent être divisés en 4 parties égales. Si l'oncle Arthur tousse, appelle Elena. Protégez toujours. C'était sa façon de dire « j'accepte cet endroit ». Mais seulement en termes d'amour et de sécurité. Julia, l'artiste, vivait dans un monde à part. Elle passait des heures à la bibliothèque, fascinée. Un jour, Arthur la trouva assise par terre, essayant de copier un paysage d'un livre d'art sur une serviette avec un crayon émoussé. Le dessin était brut, mais la perspective et les détails révélaient un talent brut étonnant. Le lendemain, Arthur laissa une grande mallette en bois sur la table de la bibliothèque, remplie de crayons, d'aquarelles, de pinceaux et de papier texturé. Il ne dit pas un mot. Quelques heures plus tard, de retour à son bureau, il trouva une seule feuille sur son bureau. Un portrait. C'était lui, dessiné avec une sensibilité étonnante, non seulement les traits, mais aussi la tristesse et la douceur dans son regard. C'était le remerciement de Julia, exprimé dans sa propre langue. Laura, l'optimiste, était la lumière de la maison. Elle s'émerveillait de tout. Oncle Arthur, qui est-elle? Arthur s'assit à côté d'elle. Voici Elena, ma femme. L'amour de ma vie. Laura leva ses grands yeux bleus. Était-elle jolie? Elle t'aurait aimé. Répondit-il d'une voix tremblante. Elle a toujours rêvé d'un foyer rempli de rire et de bruit. Qui l'intriguait et l'inquiétait le plus? Toujours à un pas de Sophia, les yeux écarquillés d'effroi, bien n'avait pas prononcé un mot. Arthur remarqua que la seule chose qui semblait lui apporter du réconfort était le yaourt à la fraise. Il s'en donna donc pour mission. Bia s'approcha timidement de lui avec son pot de yaourt. Elle s'assit sur la marche près de ses pieds et prit silencieusement quelques cuillerées. Puis, sans le regarder, elle lui tendit le pot, lui offrant une bouchée. C'était son premier geste de confiance. Un petit pont au-dessus du gouffre de son silence. Arthur sentit les larmes lui piquer les yeux. Il en prit une cuillerée. Le goût du yaourt se mêla au sel d'une larme qu'il ne put retenir. La paix fragile de leur nouvelle vie fut brisée par l'arrivée de son neveu, Victor Montero. Il avait entendu parler des nouveaux résidents par un domestique bavard et s'était présenté sans y être invité, avec un faux sourire et de la glace derrière les yeux. Oncle Arthur. Quelle belle surprise, dit-il en le trouvant dans le jardin à regarder les filles jouer. Il les observa comme si elles étaient des marchandises. Alors les rumeurs sont vraies. Vous avez créé un petit orphelinat privé. Quelle générosité! Ce sont mes invités, Victor, répondit Arthur, sa voix plus froide que la pierre. Des invités, mon oncle? Êtes-vous sûr que leurs parents ne sont pas des criminels? Et s'ils étaient juste là pour profiter de sa santé? La façon dont Victor parlait des filles, pleine de dédain, déclencha chez Arthur une fureur protectrice qui monta du plus profond de lui-même. Ils sont plus ma famille que tu ne le seras jamais,
répondit-il en se levant lentement à l'aide de sa canne. Cette maison, Victor, est désormais leur foyer. Et je ne te laisserai pas les insulter. Si c'est ce poison que tu as apporté ici, alors tu peux partir. Le sourire narquois de Victor disparut, remplacé par une grimace de haine. Tu es devenu complètement fou, cracha-t-il. Tu vas laisser l'héritage de notre famille ou le nom Montero entre les mains d'une bande de mendiants blonds? Je ne le permettrai pas. Tu n'es pas obligé de permettre quoi que ce soit, grogna Arthur, son corps tremblant d'un mélange de rage et de faiblesse. La fortune m'appartient. Et mon héritage sera celui que je déciderai. Et j'ai décidé, mon héritage sera leur bonheur, et non votre cupidité. Tu as peut-être l'argent, mon oncle, siffla Victor en reculant. Mais j'ai la loi de mon côté. Et la loi dit qu'un homme mourant et sénile ne peut adopter personne. On verra bien qui gagnera cette bataille au tribunal. Tu peux compter sur moi. Je te prouverai que tu n'es plus en état de prendre une décision. Il se retourna et partit, sa sortie laissant derrière elle une menace venimeuse. La bataille ne se limitait plus au temps et à la bureaucratie. Arthur avait désormais un ennemi avec un visage. Un ennemi prêt à utiliser les armes les plus sordides légales, personnelles, psychologiques pour obtenir ce qu'il voulait. Arthur regarda les 4 petites filles. Elles avaient cessé de jouer et le fixaient maintenant avec une peur silencieuse. Le poids du monde pesait plus lourd sur ses épaules. Il devait les protéger. Mais comment protéger les innocents de quelqu'un qui est prêt à instrumentaliser la loi elle-même? La course contre la montre venait de devenir beaucoup plus dangereuse. La menace de Victor planait sur le manoir tel un nuage d'orage, chargé de malice. Même les filles, à la sensibilité aiguë, la ressentaient. Les jours joyeux de découverte s'étaient transformés en une tension silencieuse. Elle le lisait sur le visage d'Arthur, marqué par l'inquiétude. Et dans les murmures précipités entre lui, Elena et le docteur Renato. Ils remarquèrent qu'il semblait plus fatigué après chaque appel. Sa toux s'intensifiait à mesure qu'il lisait les documents juridiques apportés par son avocat. Il ne comprenait rien aux héritages, aux batailles judiciaires ni à la cupidité. Mais il comprenait le langage universel de la peur dans le regard d'un adulte. Sophia, chef naturelle du groupe, percevait le danger plus intensément que les autres. Elle avait toujours été la gardienne de ses sœurs, un rôle que la vie lui avait imposé. Elle voyait désormais l'oncle Arthur comme un membre de leur meute. Fragile, mais puissant. Et attaqué. Pour protéger cette nouvelle famille improbable, elle savait qu'elle devait comprendre la nature de l'ennemi. Et elle sentait que ce n'était pas seulement la maladie, mais quelque chose. Ou quelqu'un, qui le blessait encore plus. Un après-midi, après avoir vu Arthur terminer un long appel téléphonique tendu qu'il avait laissé pâle et essoufflé, elle comprit qu'elle ne pouvait plus rester dans le noir. Elle rassembla ses 3 sœurs dans la chambre, tel un général préparant ses troupes. « Oncle Arthur a peur », dit-elle doucement. D'une voix ferme et sérieuse. Ce n'est pas seulement à cause de ce truc dans ses poumons, c'est à cause de cet homme méchant qui est venu. Nous devons connaître la vérité. Tous 3 hochèrent la tête en silence. Leurs 4 visages identiques reflétaient la même détermination inébranlable. Cette nuit-là, ils le trouvèrent à la bibliothèque. Il était assis dans son fauteuil, la bouteille d'oxygène sifflant doucement à ses côtés, le regard fixé sur la pluie qui tombait. La scène était mélancolique comme un roi dans son château, assiégé par des ennemis visibles et invisibles. Les filles entrèrent discrètement et se tinrent devant lui. Arthur sursauta en les voyant si immobiles, si solennelles. « Les filles, que faites-vous éveillées ?» C'est Sophia qui a répondu, sa voix claire et sans hésitation. « Oncle Arthur, on a entendu les adultes parler. On a entendu le nom de Victor. Et on voit que tu es triste et effrayé. On n'est plus des bébés. On doit savoir. » Elle prit une profonde inspiration et posa la question qui allait tout changer. « Tu vas mourir, n'est-ce pas ?» La question innocente, brutale et directe frappa Arthur comme un éclair. Aucun partenaire commercial, aucun ami riche. Aucun parent éloigné n'avait jamais osé lui poser une telle question aussi ouvertement. Il l'abordait toujours avec une compassion prudente, des euphémismes et des esquives polies. Mais ses filles, élevées dans la vérité et la survie, aspiraient à l'honnêteté. Et il savait qu'il la leur devait. Mentir serait sous-estimer la force même qu'il admirait en elle. Il tendit la main. « Viens. »
commença-t-il d'une voix calme, choisissant chaque mot comme un homme construisant un pont sur un abîme. Mon corps est très fatigué, comme un vieux moteur de voiture. Les médecins ont essayé de le réparer, mais certaines parties sont irréparables. Il s'arrêta et regarda chacun d'eux. Mes poumons vont bientôt cesser de fonctionner. Et quand cela arrivera? J'aurai besoin de repos, pour toujours. Je partirai pour un très long voyage, vers un endroit magnifique et paisible. Un endroit sans douleur, sans tristesse. C'est le même endroit où ta mère est allée. Un léger sanglot s'échappa des lèvres de Bia. Laura, l'éternel optimiste, demanda d'une voix tremblante. Mais, tu pourras toujours nous envoyer des lettres de là-bas, n'est-ce pas, oncle Arthur? Le cœur d'Arthur se brisa devant la douceur de la question. Non, ma chérie. Depuis ce voyage. Plus personne ne peut écrire. Mais je veillerai sur toi. Comme une petite étoile dans le ciel. Je serai là avec ta maman. Et avec mon Elena. Julia, l'artiste, se glissa sur les genoux d'Arthur, enfouit son visage dans sa poitrine et le serra dans ses bras avec une force qui le stupéfia. C'était son premier câlin. Je ne sais pas combien de temps il me reste, continua Arthur, la voix brisée sous le poids des larmes qu'il ne pouvait plus retenir, sa main caressant doucement les cheveux de Bia. Ça pourrait prendre des mois, des semaines. Mais je me suis fait une promesse. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde qui me reste seront pour toi. Nous allons faire de ces jours les plus heureux de notre vie. Nous créerons des souvenirs si beaux, si remplis de rire, que cette maison résonnera de joie longtemps après mon départ. C'est ce que fait une famille. À cet instant, la vérité sur la mort d'Arthur cessa d'être un terrible secret. Elle devint le fondement de quelque chose de sacré. La certitude de la fin leur donnait un besoin désespéré de vivre dans l'instant présent. Opération première fois, d'Arthur relança, mais cette fois avec une énergie renouvelée et émouvante. Toujours pleine d'espoir, apparut avec une page arrachée d'un carnet. Avec l'aide de Sophia, elle avait écrit en haut. Des choses joyeuses à faire avec papa Arthur. Le mot « papa », prononcé si naturellement, si spontanément, frappa Arthur avec la force d'une vague déferlante. Il prit la liste d'une main tremblante. Les éléments étaient simples, enfantins et, pour cette raison même, profondément émouvants. Allez à la plage et construisez le plus grand château de sable du monde. Organisez une vraie fête d'anniversaire avec un gâteau à 4 étages. Plantez un arbre. Admirez la neige. Réapprenez-lui à parler. Arthur lut la liste et pleura. Il versa des larmes de joie, de tristesse et d'un amour si intense qu'il en fut douloureux. Nous allons tout faire, promit-il, tout faire. Et ils le firent. Il affrétait un avion et les emmenait sur une plage isolée du nord-est, où le sable était blanc et la mer turquoise chatoyante. Il les vit sentir l'immensité de l'océan pour la première fois. Il vit la peur initiale de Bia se transformer en rire lorsque l'écume des vagues caressa ses pieds. Il vit Laura et Julia se précipiter pour trouver le plus joli coquillage et Sophia, protectrice indéfectible, construire un immense mur de sable autour d'elle. Pour éloigner les requins. Chaque son, dans son cœur. La fête d'anniversaire fut légendaire. Le manoir se transforma en carnaval. Il y avait des clowns, des magiciens, un trampoline géant et une montagne de cadeaux. Les filles, vêtues de robes de soirée identiques, couraient comme des folles, le visage couvert de barbe à papa. Le gâteau comportait en réalité 4 étages imposants. Et lorsqu'elles soufflèrent les bougies 8 pour chaque fille, Arthur vit dans leurs yeux la magie pure d'une enfance pleinement vécue. Elles plantèrent un arbre dans le jardin. Un jeune épée jaune. Pour qu'il grandisse, fort et beau, comme toi, dit-il. Chaque jour, les filles l'arrosaient, lui parlaient, le traitaient comme un nouveau membre de la famille. La neige était le point le plus difficile de la liste. Arthur n'avait plus la force de voyager à l'étranger, alors il a fait l'impossible. Il a fait appel à une société d'effets spéciaux pour le cinéma. Une nuit, il transforma le vaste jardin en un paradis hivernal. Des canons à mousse recouvrirent la pelouse d'une neige artificielle moelleuse. Des lumières bleues donnèrent à tout un éclat polaire. Lorsque les filles se réveillèrent et aperçurent le jardin tout blanc, leurs cris de joie résonnèrent dans la maison. Elles firent des anges dans la neige. Des batailles de balles en mousse et construisirent un bonhomme de neige maladroit avec les carottes du cuisinier en guise de nez. De l'affection et, surtout, de la patience. Il passait des heures avec elle, feuilletant des livres d'images,
nommant des animaux, sans jamais la forcer à répéter un mot. Confiné la plupart du temps à un lit d'hôpital, mais son esprit n'avait jamais été aussi vif. « Je ne vais pas gagner cette course contre la montre, dit-il sans détour. La loi est lente. Ma maladie est rapide. Il nous faut un plan qui me survive. » Il a ensuite présenté son testament final et la charte de la fondation. Elena aurait la tutrice légale. Une femme en qui il aurait une confiance absolue. La fondation, gérée par un conseil d'administration dirigé par Elena et Renato, assurerait non seulement l'avenir de ses 4 filles, mais aussi de milliers d'autres. Il se tourna vers Elena, prenant la main de son amie et infirmière. « Je ne te demande pas d'être une employée, dit-il. Je te demande d'être la mère dont ils auront besoin quand je ne serai plus là pour les aimer et les guider. C'est la demande la plus égoïste et la plus importante que j'ai jamais faite. » Un grand calme s'installa chez Arthur. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Il avait construit un nid douillet et chaleureux pour ses 4 petites flammes. Cette nuit-là, la maison régnait dans un silence doux, lourd et doux. Les filles, sentant l'horloge tourner, refusaient de le quitter. Elles se rassemblèrent dans la bibliothèque, dans un silence paisible. Pendant qu'il dormait, Sophia lisait. Julia dessinait. Laura feuilletait un album photo. Bia, la plus jeune, qui avait été inhabituellement calme et pensive toute la journée, s'approcha du lit d'Arthur, tenant son carnet de croquis. Timidement, elle lui montra son dessin. C'était simple, mais d'une clarté déchirante. Une grande silhouette, allongée, entourée de 4 petites filles se tenant la main, formant un cercle protecteur. Au-dessus d'elle, un soleil géant au visage souriant. Arthur regarda le dessin, un léger sourire aux lèvres. « Il est magnifique, ma petite Bia. Le plus beau de tous. » Elle le fixa, ses grands yeux bleus emplis d'une intense émotion. Puis elle se pencha en avant, comme pour lui murmurer à l'oreille le secret le plus précieux du monde. Ses petites lèvres remuèrent et, pour la première fois depuis plus d'1 an, sa voix émergea. Ce n'était pas un cri. La jeune fille qui ne parlait jamais avait rompu son silence par les mots les plus mystérieux, les plus émouvants, les plus déroutants qu'il ait jamais entendus. Que voulait-elle dire? Quel secret détenait cette âme silencieuse, qui parlait à peine au monde, et qui murmurait maintenant avec tant de puissance? Le dernier souffle dans les poumons d'Arthur sembla s'arrêter, suspendu, attendant une réponse à un miracle dont il ne savait même pas qu'il allait se produire. La phrase « Je sais comment guérir ton cœur, papa » est restée dans l'air de la bibliothèque pendant des jours. Qu'elle fleurisse. Pour Arthur, ces mots devinrent une encre dans un océan chaque jour plus violent. La brève stabilité qu'il avait ressentie céda la place à un déclin brutal et impitoyable. La fibrose, ce monstre dans ses poumons, s'était réveillée avec une violence redoutable. La faiblesse, autrefois occasionnelle, était devenue constante. Demandez à ChatGPT. La course dans les couloirs cessa. Les rires bruyants cédèrent la place aux murmures. Ils devinrent 4 petites ombres se déplaçant doucement dans la maison avec une attention respectueuse, comme si le moindre bruit pouvait blesser l'homme qu'ils aimaient tant. Mais ils ne l'abandonnèrent pas dans sa faiblesse. Au contraire, leur amour devint plus présent, plus actif, presque féroce dans sa tendresse. Ils instaurèrent une nouvelle routine. Dessinant en silence, sa présence apportant un réconfort calme et apaisant. Laura, toujours pleine d'espoir, remplissait la pièce d'histoires et de blagues loufoques, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour arracher un sourire à ses lèvres pâles. Et Bia devint la gardienne du contact. Elle passait des heures à lui tenir la main, à peigner ses cheveux gris clairsemés avec une brosse douce. Son silence parlait un langage plus profond que les mots, l'amour pur. Elena, l'infirmière, observait tout cela avec un pincement au cœur. Elle voyait le dévouement de ses filles, et aussi des surveillants. Et les surveillants ne mentent pas. Le taux d'oxygène d'Arthur baissait de jour en jour. Ses poumons lâchaient prise. Chaque soir, Elena chuchotait des nouvelles inquiètes au docteur Renato, l'avocat. Il s'affaiblit, Renato, dit-elle. Je le vois dans ses yeux. Il est fatigué de se battre. Alors que la bataille pour la vie d'Arthur faisait rage au manoir, la bataille juridique lancée par Victor atteignit son paroxysme. Le neveu avide, apprenant le déclin rapide de son oncle. Un après-midi gris, le docteur Renato est arrivé au manoir avec le poids d'une mauvaise nouvelle sur son visage.
Il demanda à parler à Elena en privé dans le salon, mais Sofia, qui l'avait vu arriver et avait perçu l'urgence dans son expression, se cacha derrière la lourde porte, le cœur battant. Elle avait besoin de savoir. C'est fini, dit doucement Renato, vaincu. Ils présentèrent un nouveau rapport d'une assistante sociale décrivant le manoir comme un espace inadapté au développement sain de 4 mineurs traumatisés. Parallèlement, un avis médical. Il n'a d'autre choix que de suivre la loi à la lettre. L'audience aura lieu demain, mais ce n'est qu'une formalité. La décision est prise. L'État fera sortir les filles à 9 heures. Tout cela ne prendra effet qu'après le décès d'Arthur et le début de la procédure d'homologation, expliqua Renato d'un ton grave. Un processus qui pourrait prendre des années. Et Victor s'y opposera à chaque étape. En attendant, la garde appartient à l'État. Et c'est l'État, Elena, qui les séparera. C'est la procédure habituelle. Étrange ou était pire que la rue, pire que la faim, pire même que la mort. Elle s'éloigna de la porte, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle regarda vers la bibliothèque. Où l'homme qui leur avait donné une famille luttait maintenant pour sa vie, inconscient que la bataille pour leur avenir était déjà perdue. Comme si le destin lui-même avait écrit un scénario cruel. Au moment même où l'espoir légal s'éteignait, le corps d'Arthur commença à capituler. Cette nuit-là même, la tempête finale éclata, une insuffisance respiratoire aiguë. Les alarmes retentirent dans toute la maison aiguës, paniquées, discordantes. Elena et l'équipe de nuit se précipitèrent à la bibliothèque. Les filles, réveillées par le chaos, se tenaient en haut des escaliers, horrifiées. Elles voyaient les infirmières courir. Elles voyaient Elena injecter des médicaments. Elles entendaient les machines hurler. Un médecin s'approcha d'Elena, le visage solennel. « Nous ne pouvons plus rien faire, Elena, dit-il doucement. Mais les filles ont entendu. C'est une défaillance multiviscérale. Il ne répond pas. Ce n'est qu'une question d'heures, peut-être de minutes. Préparez la famille. Préparez Léo pour la fin. » Elena monta les escaliers, le visage marqué par le chagrin. Elle serra les filles dans ses bras, essayant de parler malgré ses larmes. « Les filles, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Oncle Arthur, il part en voyage. Le voyage vers le paradis? Pour rencontrer ma première Elena, votre mère. Il va se reposer. » Les mots, bien qu'attendus, ont frappé comme un ouragan. Laura poussa un cri qui lui déchira le cœur. Julia cacha son visage dans ses mains, le corps tremblant. Et Bia, la douce Bia, regardait simplement dans le vide, les yeux écarquillés et creux, comme si son âme avait quitté son corps. Et se souvint des paroles de Bia. « Je sais comment guérir ton cœur de père. » Elle se leva et essuya ses larmes du revers de la main. « Arrête de pleurer, dit-elle dans un murmure féroce. Sa voix remplie d'une force qui fit taire ses sœurs. Les adultes ont abandonné. Nous n'abandonnerons pas. Elle s'agenouilla et les attira dans un cercle serré. Nous allons nous battre. Mais comment? Sanglota Laura. Les médecins ont dit qu'il n'y avait rien à faire. Sofia se tourna vers le plus silencieux d'entre eux. Bia, dit-elle en croisant le regard de sa jumelle. Tu sais quoi faire, n'est-ce pas? Que voulais-tu dire ce jour-là? Bia, qui semblait toujours fragile, leva le visage et dans ses yeux bleus profonds. Quelque chose d'ancien s'agita. Il ne meurt pas parce que son corps est fatigué, dit-elle clairement. Il meurt parce qu'il pense que sa mission est accomplie. Il nous croit en sécurité. Nous devons lui prouver qu'il a tort. Nous devons le rappeler. Un projet fou. Impossible. Né de la foi. Né de 4 cœurs brûlants d'amour. Sofia se leva, entraînant les autres avec elle. Main dans la main, les 4 filles aux cheveux d'or se dirigèrent solennellement vers la porte de la bibliothèque. Ils n'allaient pas dire au revoir. Ils allaient se battre. Et leur seule arme était l'amour. La tempête finale s'abattait sur eux. Et en son centre, 4 petites flammes refusaient de laisser l'obscurité gagner. La porte de la bibliothèque s'ouvrit sans un bruit. Ce qui était autrefois un sanctuaire de savoir et de silence était devenu la salle d'attente de la mort. L'air était lourd. Chargé de la piqûre stérile de l'antiseptique et du bourdonnement presque imperceptible des machines respirant en rythme. Au centre de tout cela, allongé pâle et immobile sur ce qui ressemblait plus à un hôtel qu'à un lit d'hôpital, se trouvait Arthur.
Un enchevêtrement de tubes et de fils reliait son corps frêle à des machines qui respiraient et pulsaient à sa place. Il était l'image même de l'abandon. Dans un coin de la pièce. De la lettre froide de la loi et de l'arrivée imminente du Conseil de protection de l'enfance. En quelques heures seulement, ils avaient abandonné. Pour eux, la guerre était déjà perdue. Et c'est dans cette sombre scène de deuil anticipé qu'entrèrent les 4 petits soldats. Sophia ouvrit la marche, sa petite main serrant fermement celle de Bia. Juste derrière elle, Julia et Laura. Main dans la main, fermaient le cercle. Elles n'entrèrent ni en pleurs ni effrayées. Elles entrèrent avec la grâce solennelle de ceux qui assistent à un couronnement. Avec une détermination silencieuse qui fit taire Elena et Renato. Les filles, commença Elena, la voix brisée tandis qu'elle s'avançait pour tenter en vain de les protéger de ce spectacle. Ce n'est pas le moment. Oncle Arthur a besoin d'eux. C'est le seul moment qu'on a, interrompit Sophia d'une voix basse mais pleine d'une autorité qui fit reculer l'infirmière chevronnée. Excusez-nous, tante Elena. Il faut qu'on soit avec lui maintenant. Ce n'était pas une demande, c'était une déclaration silencieuse. Elena sentit ses larmes couler. Elle et Renato s'écartèrent. Réduits à l'état de spectateurs d'un rituel qu'ils ne comprenaient pas. Les 4 filles s'approchèrent du lit. Elles contemplèrent le visage d'Arthur, cireux et immobile, totalement inexpressif. Mais elles ne virent pas un homme mourant. Elles virent leur père, leur papa Arthur. Bia, la plus petite et celle qui détenait le secret, était la guide. Elle regarda ensuite ses sœurs, ses yeux bleus délivrant un ordre silencieux. Sophia fit le tour du lit et prit la main droite d'Arthur, entrelaçant ses doigts minuscules avec les siens. Juste au-dessus de l'endroit où son cœur livrait son ultime et faiblissant combat. La boucle était bouclée. 4 points de chaleur enfantine tentaient de rallumer un feu qui s'éteignait. Pendant une longue minute haletante, ils restèrent silencieux. Ils ne ressentaient que le froid de sa peau, le léger tremblement des machines et le bip lent et persistant d'un cœur qui s'immobilisait. Et puis, ce fut Laura, celle dont le cœur avait toujours refusé d'accepter l'obscurité, qui se mit à chanter. Sa mélodie était aussi fragile que la soie d'araignée. Une chanson qui ne parlait pas de monstres, mais d'étoiles. Scintille, scintille, petite étoile, si haut au-dessus du monde. Sa voix tremblait, mais elle était pure. Sans un mot, Julia la rejoignit, ajoutant une deuxième voix, douce et régulière, apportant de la profondeur à la mélodie, tissant un manteau de lumière et de réconfort. Sophia suivit, la voix plus ferme. Elle fredonnait une note basse et constante, ferme et inébranlable, comme le battement de cœur d'un enfant qui refuse d'abandonner. Leur chanson est devenue une protestation. Un acte de défiance contre la froide logique de la médecine. Un refus définitif d'accepter le verdict. Dans un coin, Elena sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle regarda les moniteurs. Les chiffres restaient sombres, mais la courbe irrégulière de l'ECG semblait avoir retrouvé un rythme plus régulier, comme si le cœur d'Arthur, dans ses dernières forces. Ils commencèrent à lui parler. Ils déversèrent souvenirs et rêves dans ses oreilles, espérant combler le vide avec la vie qu'il leur avait donnée. « Tu te souviens de la plage, papa » murmura Laura. « On pourra y retourner quand le soleil reviendra » ajouta-t-elle. « J'ai fait un nouveau dessin pour toi » murmura Julia en lui serrant la main. « C'est notre arbre jaune. Tu t'es arrêté au meilleur moment, juste avant qu'il ne trouve le trésor. Tu ne peux pas t'arrêter maintenant. Tu dois me raconter la fin. » Il tissait un filet de souvenirs. De lendemain promis, de raisons de rester. Ils combattaient la mort avec la seule arme qu'ils avaient, la vie qu'il leur avait donnée. Le temps s'écoulait lentement. L'aube se levait. Froide et silencieuse. L'échéance légale approchait. À 9 heures, les agents de protection de l'enfance arriveraient pour exécuter l'ordonnance du tribunal. Leur famille serait déchirée. La fatigue commençait à ronger les petits guerriers. Leurs voix se transformèrent en murmures rauques, leur tête tombant sous le sommeil. Mais ils tenaient bon. Ils le touchaient toujours. Un bip aigu et long. La ligne verte sur le moniteur cardiaque, qui autrefois dansait faiblement, était maintenant droite. Plate. Inflexible. Le cœur d'Arthur s'était arrêté. Elena halta et se précipita vers le lit, son instinct d'infirmière prenant le dessus sur le chagrin. « Non, Arthur, non !» cria-t-elle en s'apprêtant à commencer la réanimation. « Code bleu. Code bleu à la bibliothèque » cria-t-elle dans l'interphone,
la voix brisée par la panique. Les filles, arrachées à leur veille somnolente par le bruit de l'alarme, se tournèrent vers l'écran. Ils ont vu la ligne plate. Ils ont compris. La finalité. Le silence absolu d'un cœur arrêté. Le désespoir les frappa comme une vague de glace. Papa. Le cri de Laura résonna dans la nuit. Aigu et désespéré. Mais au milieu du chaos, alors que les infirmières faisaient irruption dans la chambre avec le chariot d'urgence, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les filles ne s'enfuirent pas. Elles ne hurlèrent pas de panique. Au contraire, elles s'accrochèrent plus fort à Arthur et élevèrent la voix pour chanter. La berceuse Cuna. Autrefois une douce mélodie, se transforma en un hymne désespéré, un cri contre l'inéluctabilité de la mort. Leurs 4 voix, tremblantes mais inflexibles, se fondirent en une seule, comme si elles cherchaient à percer le voile. Alors que l'équipe médicale préparait le défibrillateur en criant « Dégagez », quelque chose sur l'écran EG attira l'attention du docteur Ivan. Il s'était précipité quelques instants plus tôt. La ligne plate, presque immobile, enregistra soudain un pic ou une décharge d'énergie électrique, singulière et aiguë. Comme la dernière pensée d'un esprit en train de s'éteindre. Au même instant, Bia, le visage baigné de larmes pressées contre la main d'Arthur, ignora tout ce qui l'entourait. Elle se pencha, ses cheveux blonds retombant sur son visage, et approcha ses lèvres de l'oreille de l'homme qu'elle avait choisi d'appeler père. Puis, avec toute la force, tout l'amour et tout le besoin de son petit cœur de 8 ans, elle murmura le mot qui allait définir sa nouvelle vie, sa nouvelle famille. Papa. Ce n'était guère plus qu'un souffle. Vacilla. Un pic vert unique perça le silence, défiant toute logique. L'équipe médicale se figea. Les palettes du défibrillateur flottaient à quelques centimètres au-dessus de la poitrine d'Arthur. Tous les regards se tournèrent vers l'écran. Le silence qui suivit fut dense, s'étirant sur 3 secondes interminables. Bip. Puis un autre. Et un autre. Faible, irrégulier, mais stable indéniable. Regarda du moniteur les 4 petites filles qui se tenaient maintenant dans le coin, les yeux écarquillés, accrochées à Helena. Il n'y avait aucune explication médicale à ce qu'ils observaient. Aucune. Un cœur ne se remet pas à battre tout seul. À moins que quelque chose ou quelqu'un ne le rappelle avec une force plus grande que la mort elle-même. Leur veillée. La flamme inébranlable de 4 petites âmes n'avait pas été vaine. Elle n'avait pas guéri sa maladie, mais dans cette heure la plus sombre, elle l'avait atteint. Dans le silence, elles lui rappelèrent qu'il n'était pas seul. Elles lui donnèrent un ordre, le plus puissant de tous, contenu dans un seul mot. Papa. Et de l'autre côté de l'abîme, il a choisi de revenir. Le cœur d'Arthur ne revint pas à la vie avec une telle fracas qu'une explosion. Il revint comme un murmure, têtu et fragile, défiant la mort. Chaque bip léger du moniteur devenait une mélodie impossible, résonnant dans la vaste bibliothèque du manoir, se moquant des lois de la médecine. L'équipe médicale, dirigée par un docteur Ivan stupéfait, s'est mobilisée. Elle a effectué des examens, administré des médicaments stabilisateurs, vérifié chaque signe vital, cherchant une explication rationnelle. J'ai vu la systolie sur le moniteur, murmura l'un des jeunes médecins, comme s'il craignait que l'univers ne l'entende et ne l'annule. Ça a duré presque 1 minute. Le rythme sinusal ne revient pas spontanément après ça. C'est tout. Observant tout avec le cœur serré. Je ne sais pas quoi noter dans le rapport, a-t-il avoué. J'écrirai, inversion cardiaque spontanée après un stimulus externe non identifié. Mais nous savons tout ce qui s'est réellement passé. Et aucun juge au monde n'y croira. Les mots résonnaient lourdement dans la pièce. C'était un miracle, indéniable pour les personnes présentes. Un huissier et une assistante sociale frapperaient à la porte avec une ordonnance judiciaire ordonnant l'enlèvement des filles. Le miracle qui les avait sauvées d'un deuil immédiat semblait impuissant à les protéger d'un arrachement. Tandis que l'équipe médicale s'efforçait de maintenir Arthur stable dans son coma fragile. Renato sentit le désespoir l'envahir. C'était un homme de loi, de logique, de preuve. Et la seule preuve qu'il possédait était une histoire qui ressemblait à un conte de fées. Une hallucination collective. On ne peut pas utiliser ça, dit-il à Helena en désignant le rapport du docteur Ivan. Si je vais devant un juge et que je parle d'une berceuse magique et d'un mot qui a ramené un homme à la vie. Ils approuveront la demande d'interdiction de Victor et nous internerons aux côtés d'Arthur.
On n'a plus de temps. Et plus d'armes. La scène s'est déplacée vers la salle d'audience. Froide. Impersonnelle. À 9 heures précises, l'audience a commencé. Ce n'était censé être qu'une formalité. D'un côté, l'avocat de Victor, le docteur Pesana, était assis, affichant une expression de victoire satisfaite. À côté de lui, l'assistante sociale Lucia tenait un dossier rempli de rapports techniquement solides. De l'autre côté, Renato et Elena semblaient las et abattus. Lucia fut la première à parler, sa voix était plate et professionnelle. Votre honneur. Les faits exposés dans la requête initiale demeurent valables et se sont aggravés. Monsieur Arthur Montero a été victime d'un arrêt cardiaque la nuit dernière. Il se trouve actuellement dans un coma profond et, selon les rapports médicaux, dans un état végétatif irréversible. Garder 4 mineurs sous la tutelle d'un homme sous anesthésie générale, dans un établissement transformé en unité de soins intensifs, constitue une négligence et un risque psychologique. La loi est claire et vise l'intérêt supérieur des enfants. Et, à l'heure actuelle, c'était un homme d'un certain âge, l'air fatigué, de ceux qui suggéraient que sa décision était déjà prise. Renato se leva, jeta un coup d'œil à Elena qui pleurait en silence et pensa à Arthur. Luttant pour survivre, et aux 4 petites filles attendant à la maison un verdict qui pourrait briser leur nouvelle famille. Et puis il a fait son choix. S'il devait tomber, il tomberait en combattant. Armé de la seule vérité qu'il possédait, aussi impossible que cela puisse paraître. Votre honneur, commença-t-il d'une voix ferme, ignorant le sourire moqueur de Pesana. Les faits présentés par l'accusation sont exacts, mais incomplets. Ils ne décrivent que ce que la science peut mesurer. Mais ils ne décrivent pas ce qui s'est passé dans cette maison la nuit dernière. Et c'est ainsi qu'il raconta l'histoire. Avec une éloquence née du désespoir, il parla de la veillée des filles. De la berceuse Cuna qui s'élevait au-dessus des machines, de la façon dont les signes vitaux d'Arthur changeaient sous leur contact, et du moment où son cœur s'arrêta. Oui, votre honneur, dit Renato, son cœur s'est arrêté. Les médecins s'apprêtaient à déclarer le décès. La salle d'audience était complètement silencieuse. Mais quelque chose se produisit. La plus jeune des sœurs, Béatrice, 8 ans, qui n'avait pas parlé depuis 1 an, murmura un mot à l'oreille d'Arthur. Papa. Et à ce moment précis, devant 5 témoins dont 2 médecins, son cœur s'est remis à battre. Un murmure parcourut la salle. Le procureur leva les yeux au ciel. Pesana ricana bruyamment. C'est du théâtre, a déclaré l'avocat de Victor avec dédain. Ils font appel à des sentiments mesquins parce qu'ils n'ont aucun fondement juridique. J'ai plus que des sentiments, répondit calmement Renato. J'ai des témoins. J'appelle à la barre Elena, l'infirmière privée d'Arthur. Les larmes aux yeux, mais d'une voix ferme comme l'acier, Elena confirma chaque mot. Elle décrivit la scène avec une émotion si vive et si sincère que le silence se fit dans la salle d'audience. Je suis une femme de science, votre honneur. J'ai vu la ligne plate sur le moniteur. Semblait intriguée, bien que toujours visiblement sceptique. Une histoire touchante, sans aucun doute, a-t-il déclaré. Mais cela ne change rien à l'état de santé actuel de Monsieur Arthur. Il est toujours dans le coma. À ce moment précis, le téléphone de Renato, qu'il avait mis en mode silencieux, se mit à vibrer avec insistance dans sa poche. Il essaya de l'ignorer. Mais le bourdonnement continua sans interruption. Je suis désolé, votre honneur. Il semble y avoir une urgence, un instant, dit-il en voyant le nom d'Elena apparaître à l'écran. D'une main tremblante, il répondit. Elena, je suis en pleine audience, quoi? Sa voix l'interrompit, un mélange de sanglots et de rire. Renato, il s'est réveillé. Arthur s'est réveillé. S'empourpra d'un élan de triomphe. Votre honneur, dit Renato d'un ton essoufflé, interrompant le juge qui avait commencé à parler, je demande au nom, j'implore une pause d'1 heure. J'ai un nouveau témoin. Le plus important de tous. Et qui serait-ce? Demanda le juge avec impatience. Renato sourit. Monsieur Arthur Montero lui-même. La salle d'audience fut plongée dans le chaos, murmures, halètements, incrédulité. Le juge, complètement déconcerté, jeta un coup d'œil au procureur, puis à Renato, avant de frapper du marteau. Seulement d'un vaste silence sombre et d'une chanson lointaine qui le rappelait.
Lorsque Renato a expliqué ce qui se passait au tribunal, Arthur n'a pas hésité. Préparez l'appel vidéo. 1 heure plus tard, son visage apparut sur le grand écran de la salle d'audience. Il était pâle, allongé dans son lit, son tube à oxygène en place, mais son regard était vif, visiblement vivant. Les 4 filles étaient assises autour de lui tenant les mains. Le juge s'est penché vers le microphone. Monsieur Arthur Montero. Êtes-vous conscient de l'enjeu de cette audience? Oui, votre honneur. L'avenir de ma famille, répondit Arthur d'une voix faible mais ferme. Chez Julia, avec son âme d'artiste. Chez Laura, dont le sourire radieux ne semblait jamais s'estomper. Et puis il parla, sa voix, étonnamment, devenant plus forte. Votre honneur. Il y a quelques mois à peine, j'étais un homme qui attendait sa mort dans une maison vide. J'avais un empire, mais je n'avais rien. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus riche du monde. Et ma fortune n'a rien à voir avec l'argent. Il serra plus fort les mains des filles. La question n'est pas de savoir si je suis capable de prendre soin d'eux. La vérité est tout le contraire. Ce sont eux qui ont pris soin de moi. Ils m'ont donné une raison de me battre pour chaque instant. Ils m'ont appris à revivre. Ils ne sont pas un fardeau pour un mourant. Ils sont mon remède. Me les enlever maintenant serait la seule condamnation à mort à laquelle je ne pourrais pas survivre. Son témoignage, si honnête, si puissant, a plongé la salle d'audience dans un silence stupéfait. Le juge regarda l'écran, l'image de cette famille improbable. Il vit la loi. Il vit les protocoles. Et puis il vit la vie et prit sa décision. À la lumière du témoignage de Monsieur Arthur Montero et de son étonnant rétablissement, a déclaré le juge, sa voix résonnant dans la salle. Et considérant le lien émotionnel comme le facteur clé du bien-être de toutes les personnes impliquées, je rejette par la présente la motion du Conseil de protection de l'enfance. De plus, j'accorde avec un statut d'urgence spéciale l'adoption définitive de Sophia, Julia, Laura et Béatrice par Monsieur Arthur Montero. Je vous déclare, devant ce tribunal et en vertu de la loi, une famille. Affaire classée. Une explosion de joie envahit la bibliothèque du manoir et la salle d'audience. Ils avaient vaincu la maladie, la bureaucratie et la cupidité. Ils formaient une famille. Mais le destin semblait lui réserver un dernier miracle. Une semaine plus tard, dans le cadre de la réévaluation de routine. Mais le nouveau scanner était différent. Les taches étaient toujours là, mais plus claires, plus petites, comme une brume se levant lentement. Je n'ai aucune explication médicale à cela, a admis le médecin, la voix remplie d'admiration. La veillée des filles, ton réveil, ce n'était pas le seul miracle. Le processus dégénératif de votre maladie ne s'est pas simplement arrêté. Avait commencé à se guérir lui-même. Arthur fixa les images. Puis ses 4 filles, qui s'accrochaient à lui dans un tourbillon de joie, ignorant les détails techniques. Sachant seulement que quelque chose de magnifique se produisait. Et il a compris. Leur amour ne l'avait pas seulement rappelé du bord de la mort. C'était la guérison de la source même de sa condamnation à mort. Le temps, son ancien ennemi, semblait avoir capitulé. Trouvait désormais une immense joie à construire une simple maison de poupées, maladroite, mais joyeuse, sur le tapis du salon avec Julia et Laura. Les filles, quant à elles. Ils étaient libres d'être simplement des enfants. Sophia, la meneuse, relâcha peu à peu sa vigilance. Elle resta protectrice, mais s'autorisa désormais à rire librement. Elle se découvrit un talent surprenant pour diriger des projets scolaires et des travaux de groupe. Julia, l'artiste, avait désormais accès aux meilleurs matériaux. Est devenue l'étoile brillante du club de théâtre de l'école, son énergie contagieuse captivant tout le monde autour d'elle. Et Ivia, la petite Bia, a finalement trouvé sa voix. Autrefois silencieuse. Elle parlait désormais avec une curiosité sans borne et des observations pointues, comme si son année de silence avait accumulé un monde de pensées attendant d'être partagé. L'adoption étant légalement finalisée, le nom Montero a été officiellement ajouté à leur identité. Aux yeux du monde et plus important encore. Dans leur propre cœur, ils formaient désormais une véritable famille. C'est alors qu'Arthur décide de redéfinir le but de son empire. Il a appelé Renato et Elena dans la bibliothèque pour ce qu'il a appelé une renaissance. La fondation Elena ne peut plus être simplement un projet pour après ma mort, a-t-il annoncé. Les yeux brillants d'un nouveau but.
Ce sera l'œuvre de ma vie, de nos vies. Il a déchiré l'ancien plan d'affaires de la fondation. Je ne veux pas construire d'abris. Les abris sont des entrepôts pour les enfants. Je veux construire des maisons. De vraies maisons. Sa vision était révolutionnaire. Au lieu d'institutions massives, la fondation construirait un réseau de maisons Elena ou des maisons ordinaires dans des quartiers ordinaires, chacune accueillant un maximum de 8 enfants. Pris en charge par un couple vivant sur place qui servirait de parent à la maison. Chaque foyer bénéficierait d'un soutien psychologique. Ils ont besoin d'un lieu où ils peuvent se sentir chez eux. Et il a fait de ses filles les cofondatrices du projet. Ils ont assisté à des réunions, ont exprimé leurs opinions. Et ce sont ces opinions qui comptaient le plus. Lorsque la conception de la première maison d'Elena fut évoquée, Arthur posa la question. Qu'est-ce qui fait, pour vous, qu'une maison devient un foyer? Les réponses furent simples, mais profondes, si sincères qu'elles mirent à mal tous les plans architecturaux qu'il avait initialement imaginés. Une porte que nous pouvons verrouiller de l'intérieur, pour nous sentir en sécurité, déclara Sophia. Une grande fenêtre dans le salon pour que la lumière puisse entrer, ajouta Julia. Un jardin dans notre jardin, même s'il est petit, pour pouvoir planter un arbre, dit Laura. Et une couverture vraiment douce pour chaque lit, murmura Bia. Sécurité. Lumière. Vie. Confort. Ces éléments devinrent les fondations émotionnelles et architecturales de la fondation Elena. Alors que la nouvelle vie d'Arthur et de sa famille s'épanouissait. Les enquêtes pour tentative de fraude et fausses accusations l'ont mis en cause légalement. Ses associés se sont retirés. Les banques ont réclamé leurs créances impayées. Son château de cartes, bâti sur la spéculation et le prestige, s'écroula. Il perdit son appartement, sa voiture, son statut social. Il se présenta devant les portes du manoir. Il était plus maigre, négligé, son regard arrogant remplacé par un air de désespoir. Il demanda à parler à Arthur. Arthur l'accueillit non pas dans la bibliothèque, mais dans la cuisine, sirotant calmement son café. Victor, brisé, implora de l'aide, un prêt, un emploi, n'importe quoi. Arthur écouta en silence.